changement climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin, bienvenue, bonjour à toutes celles qui se réveillent, qui se lèvent ou qui sont déjà au travail depuis longtemps. Bonjour Dominique Pinsol et bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et de venir parler de ton livre « Quand les travailleurs sabotaient ». France-États-Unis. Et alors, attends, j'ai noté les dates, je prends 1897-1918. Donc, c'est un livre que tu as écrit suite à, tu me disais, à tes recherches dans le cadre de ton HDR, hein, parce que c'est un... Est-ce que tu peux peut-être, tiens, on va commencer par ça, parce que ça m'intéresse parfois de parler, de dire aux gens un peu comment ça se passe, le monde universitaire, et peut-être, et d'où viennent ces livres, d'où proviennent ces livres, une recherche, un HDR, qu'est-ce que c'est dans le monde universitaire, et comment on en arrive à publier un bouquin à partir de ce type de recherche. Pour commencer. Oui, alors l'HDR, ça veut dire habilitation à diriger des recherches. C'est en fait c'est le dernier diplôme qui existe en France, qui est le diplôme après la thèse. C'est une sorte de deuxième thèse, disons, qu'on fait une fois qu'on est, plusieurs années, souvent après la thèse, hein, souvent quand on est en poste déjà à l'université, mais c'est pas obligatoire. Et c'est l'équivalent de ce qu'on appelait il y a très longtemps, ce qu'on appelait la thèse d'État, qui était un peu la deuxième thèse, qui était censée être la grande œuvre de chaque chercheur à l'université. Bon, l'HDR, c'est moins ambitieux, hein, c'est plus modeste que ce qu'était la thèse d'État avant. La thèse d'État, en gros, c'était un énorme pavé ou plusieurs pavés de plusieurs milliers de pages. Voilà, c'était des trucs énormes, définitifs, exhaustifs sur un sujet. Là, l'HDR, c'est un peu différent. C'est en fait un dossier dans lequel on met notre parcours un petit peu pour montrer qu'on a bien travaillé depuis qu'on a été recruté comme maître de conférence et qu'on a fini notre thèse. Et puis, il y a ce mémoire inédit, ce qu'on appelle le mémoire inédit, qui est l'équivalent d'une deuxième thèse. Bon, donc, qui est sur un sujet généralement très différent de celui de la thèse. Même s'il peut y avoir quand même des liens. Et puis voilà, c'est souvent des recherches qui ont pris plusieurs années. Moi, en l'occurrence, l'HDR, je l'ai fait sur un temps très long, puisque ma thèse, je l'avais soutenue en 2010 et j'ai soutenu mon HDR en 2024. Donc en fait, c'est une dizaine d'années de recherche en fait. Voilà. Okay. Le bouquin, c'est une dizaine d'années de recherche. Et le mémoire inédit, il sert ensuite à faire un manuscrit de livre. Donc on l'allège, on le réécrit, on le rend un peu plus lisible. Et ce qui donne ce genre de bouquin que tu as entre les mains. Voilà. Et bon, il y a plein de gens dans le chat qui te disent bonjour. Bonjour à tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit c'est Dominique Pinsol en vrai de vrai, si c'est ça, c'est incroyable. Voilà. Et oui, en chair et en os. Oui, je sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Bon, c'est bon, la vérification sont faites. Donc justement, tu as choisi de travailler de travailler dans ton AGR sur les débuts du sabotage ouvrier donc en France et aux États-Unis de 1897 et 1918, début de sabotage ouvrier, de ses prémices dans le monde anglo-saxon que tu évoques, à son adoption en tant que moyen de lutte syndicale en France, puis aux États-Unis avant son abandon progressif à l'approche de la Première Guerre mondiale. Vu que les mots employés sont très importants et que tu passes du temps d'ailleurs dans ton livre à parler de ce que c'est le sabotage, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot, etc. Et que les mots employés pour qualifier notamment des actes militants
sont toujours l'objet de lutte entre l'État, les médias, les militants eux-mêmes, etc. On peut penser notamment à des actes qui pourraient s'apparenter à du sabotage, qu'on pourrait classer dans le sabotage de certains des soulèvements de la terre, par exemple, et l'appellation écoterrorisme que Darmanin avait mise dessus. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre de quoi tu parles, toi, lorsque tu parles de travailleurs qui sabotent fin 19e, début 20e, pour qu'on comprenne un peu tout de suite de quoi on parle? Oui, alors effectivement, tu as raison de souligner le fait que bah, la question du sabotage est hautement d'actualité. Et d'ailleurs, si je me suis penché sur cette question-là, c'est pas pour rien, hein. C'était en fait à l'époque, c'était au moment de l'affaire des sabotages de lignes TGV qu'est-ce qui est devenu l'affaire de Tarnac, donc en 2008, et qui avait fait grand bruit et qui a donné ensuite naissance à une affaire qui a été un très long feuilleton judiciaire qui s'est terminé en fait en queue de poisson, puisqu'on ne sait toujours pas qui a saboté ces lignes TGV en 2008, et le groupe de Tarnac, avec notamment Julien Coupat, a finalement été relaxé, et toutes les poursuites ont été abandonnées. Et donc en fait, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que la question du sabotage est revenue sur le devant de la scène, est redevenue une question d'actualité, et qu'elle est aussi débattue beaucoup dans les milieux militants. Quand tu as cité les soulèvements de la terre, notamment, bon, on a tous en tête, j'imagine, les images de, je sais plus, l'an dernier ou il y a 2 ans, je me souviens plus, du sabotage, ou plutôt, dans le langage des soulèvements de la terre, du désarmement d'une cimenterie Lafarge, qui avait été filmée, et les vidéos avaient pas mal tourné. Bon, et donc le sabotage est à la fois redevenu un sujet de débat, voilà, dans la presse, dans le monde politique, etc., mais aussi dans le monde militant. Et en fait, moi, c'est aussi dans cet univers-là, dans ce contexte-là, que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller voir un petit peu d'où vient en fait ce mot déjà, et d'où vient aussi cette méthode, cette tactique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant au passage, quand on réfléchit à comment sont écrits les livres d'histoire et comment fonctionne la recherche, en fait, on est plusieurs à avoir eu la même idée en même temps. On est 3 en fait en France à avoir eu la même idée en même temps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a travaillé tous les 3 parallèlement, sans se connaître et sans savoir qu'on travaillait sur les mêmes choses. Et on est arrivé à des résultats à peu près comparables. Okay. Bref, c'est juste la petite parenthèse. Mais voilà, donc sabotage, en fait, quand on gratte un peu, on se rend compte que le sabotage, en fait, c'est un mot qui a été... c'est un mot d'abord français, qu'on retrouve dans toutes les langues, une grande quantité de langues, hein, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en russe, etc. Donc c'est un mot en fait qui vient véritablement de France, et qui est un mot d'argot au départ, qui veut dire en fait saboter. Ça veut dire au 19e siècle, ça veut dire bâcler son travail. Voilà, mal travailler, quoi. Quand on dit de quelqu'un qui l'a saboté, c'est vraiment qu'il c'est ni fait ni à faire, qu'il a fait n'importe quoi, etc. Et en fait, ce mot-là, qui existe déjà dans la langue française au 19e, il est récupéré par un anarchiste français, un anarchiste assez connu déjà à l'époque, de son vivant, mais qui est resté très connu, qui s'appelle Émile Pouget, et qui a récupéré ce mot-là pour dire, ah bah tiens, on est confronté, donc il écrit ça au milieu des années 90, des années 1890. On est confronté à un problème militant, c'est que les grèves, ça marche pas énormément. Voilà, ça marche pas beaucoup, et peut-être même que les grèves, c'est pas forcément la meilleure arme que la classe ouvrière a pour se défendre. Donc il faut inventer autre chose. Et moi, ce que je vous propose, c'est le sabotage. Et pour lui, le sabotage, en fait, ça veut dire avant tout mal travailler. Et même plus précisément encore, au départ, ça veut dire travailler plus lentement. Et donc pour lui, c'est une manière en fait de lutter, mais sans avoir à faire grève, c'est-à-dire de lutter en travaillant à son poste de travail. Et pour lui, le sabotage devient une sorte de méthode
de remplacement ou en tout cas de complément à la grève, dans laquelle la classe ouvrière doit s'investir, et une arme que la classe ouvrière doit vraiment, dont la classe ouvrière doit vraiment s'emparer. Voilà. Et il y réussit plutôt bien, puisque dès 1897, il parvient à faire adopter ce moyen d'action par la CGT officiellement lors de son congrès de 1897. Donc voilà, le sabotage, en fait, la première, le premier résultat en fait de la recherche que j'ai menée, c'est que on peut dire avec beaucoup de guillemets, c'est une sorte d'invention française et même d'invention anarchiste française qui désigne en fait une méthode de lutter tout en travaillant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur le contexte, parce que pourquoi un militant anarchiste, Émile Pouget, trouve dans le sabotage une espèce de moyen de lutte qui lui apparaît comme tout d'un coup comme pas lumineuse, mais bon, en tout cas comme un bon moyen de lutte. Quel contexte qui fait que ce militant-là trouve ça et de s'investir dans le syndicalisme révolutionnaire? Parce que être militant anarchiste dans la fin du 19e siècle, c'est être un militant qui a participé ou en tout cas a été lié à la question de la propagande par le fait, qui a donc subi de la répression. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur ce contexte-là et aussi en même temps, parce qu'en fait tout cela se fait en même temps, le contexte d'un syndicalisme révolutionnaire qui va se retrouver avec une nouvelle organisation pour l'incarner, qui est la CGT, qui à ce moment-là, quand elle naît, incarne vraiment la ligne syndicalisme révolutionnaire pour une grève générale en fin 19e siècle. Est-ce que tu peux peut-être nous revenir sur ce contexte-là, s'il te plaît? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, tout est lié au fait que dans les années 1890, fin des années 1880, début des années 1890, un certain nombre d'anarchistes pratiquent ce que l'on appelle effectivement la propagande par le fait. Bon, qu'on a d'ailleurs beaucoup trop et injustement réduit à la violence et au terrorisme et aux bombes, puisque la propagande par le fait, c'est en fait une sorte d'action directe en fait qui peut prendre plein de formes, pas forcément violentes, mais qui part du principe que la propagande ne peut pas se faire uniquement par des discours, par des mots, par des livres, par des réunions, voilà, ou par ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et qu'il faut en fait passer à l'action au bout d'un moment, et que c'est aussi l'action exemplaire qui peut mobiliser les masses, mobiliser la classe ouvrière. Et donc dans la propagande par le fait, qui devient une forme d'action assez largement répandue chez les anarchistes à partir de la fin des années 1880, il y a certains militants qui vont jusqu'à poser des bombes. Voilà. Et en France notamment, il y a plusieurs attentats qui sont commis. Il y a notamment, c'est l'époque de Ravachol. Il y a des bombes qui sont posées contre notamment des juges qui sont chargés de juger des militants anarchistes ou qui les ont fait condamner. Il y a une bombe qui explose en pleine chambre des députés. Il y a même le président de la République, Sadi Carnot, qui est assassiné par un anarchiste. Et tout ça fait que, entre 1892 et 1894, eh bien, la Troisième République réagit de manière extrêmement, évidemment, vigoureuse, répressive, et les députés adoptent ce que l'on a appelé ensuite les lois scélérates, c'est-à-dire des lois qui interdisent notamment la propagande anarchiste tout court. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a des lois qui mettent en place les premières dispositions pour les associations de malfaiteurs, des choses comme ça. Et tout un tas de militants, dont Émile Pouget, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont même arrêtés. Alors, Émile Pouget, il n'est pas arrêté, lui, parce qu'il s'enfuit, mais ils doivent être jugés lors d'un grand procès, qui doit être le procès de l'anarchisme en France. Et donc, comme d'autres, il s'exile à ce moment-là pour échapper aux poursuites judiciaires. Il s'exile à Londres. Et c'est important de comprendre qu'il s'exile à Londres, puisqu'en fait, c'est pendant son exil, très probablement, qu'il découvre des méthodes de lutte qu'on ne connaît pas en France, et notamment des méthodes de lutte des dockers,
des dockers écossais qui, à la fin des années 80, en 1889 plus précisément, sont parvenus à gagner leur lutte en pratiquant d'une forme de sabotage. Alors ça s'appelle pas comme ça en écossais, ça s'appelle le kakani. C'est une expression argotique qui veut dire vas-y doucement. Et bon, concrètement, ils ont fait grève. Puis ils n'ont pas gagné leur grève au départ. Le patron les a oubliés. Le patron avait embauché des briseurs de grève pour les forcer à reprendre le travail. Donc ils ont repris le travail, mais ils ont repris le travail en faisant exprès de travailler aussi mal que les briseurs de grève qui avaient été embauchés à leur place. Et comme ça, en faisant pression sur leur patron, en fait, ils sont parvenus à obtenir ce qu'ils n'étaient pas parvenus à obtenir par la grève. Et donc, cette victoire des dockers écossais en juin 1889 fait beaucoup de bruit et inspire aussi les dockers de Londres. Et le kakani en Grande-Bretagne devient une méthode des dockers. C'est très probablement à ce moment-là que Pouget, qui est à Londres, qui est en contact avec tout un tas d'autres anarchistes européens, italiens, etc., découvre cette méthode-là. Et quand il revient en France, en fait, en 1895, parce qu'entre-temps, il y a une loi d'amnistie en France qui fait qu'il a échappé aux poursuites, il a cette méthode-là en tête. Et pour lui, en fait, la violence des années 80-90, la violence notamment terroriste est une impasse. Lui, il n'a jamais d'ailleurs soutenu la violence par les bombes et les attentats terroristes. Mais pour lui, cette violence est une impasse. Et en même temps, les méthodes réformistes aussi sont une impasse. Et la simple grève est une impasse aussi. Et donc, il voit dans la CGT, qui est justement créée en 1895 à Limoges, il voit dans la CGT une organisation dans laquelle les anarchistes vont pouvoir s'impliquer pour poursuivre leur lutte révolutionnaire en évitant à la fois la violence terroriste et aussi le réformisme politique pour aller vite. Et à cette époque-là, comme tu l'as dit, la CGT, donc il y a une organisation qui entend fédérer toutes les organisations ouvrières qui existent déjà, y compris d'ailleurs aussi ce que l'on appelle les bourses du travail en France, on y reviendra peut-être. Mais cette CGT, bon, qui est un tout petit truc au départ, hein, c'est pas du tout une grande organisation, quoi, mais c'est une organisation très ambitieuse qui se fixe pour but, comme tu l'as dit, la grève générale révolutionnaire. Et donc pour Pouget et tout un tas d'autres militants, c'est dans le syndicalisme qu'il va falloir s'impliquer et on va introduire dans ce syndicalisme révolutionnaire l'idée du sabotage pour faire de ce syndicalisme un syndicalisme d'action directe et authentiquement révolutionnaire. Donc les années 1890, tu le disais la 95, c'est l'entrée, enfin c'est la théorisation du sabotage par Émile Pouget, l'entrée de ce mode d'action comme un mode d'action, hein, parce que le CGT l'adopte comme un mode d'action officiel. Hein. Et donc il va venir ensuite le moment des années 1900 où il va être mis en place. On va passer de la théorie à la pratique, hein, ce que tu dis dans ton livre. Peut-être aussi pour parler de ce qu'en pense, pour revenir un peu sur le triptyque médias, militants, État, etc. Peut-être quelles sont les réactions, notamment des médias conservateurs, parce que c'est aussi en plus, toi tu as pas mal travaillé sur un média comme un titre de presse comme Le Matin. Quelles sont les réactions et comment on perçoit le sabotage du côté plutôt à droite, pour le coup, là, des titres de presse, et peut-être aussi un peu du côté de l'État. Comment c'est perçu, ça, et est-ce que c'est tout de suite vu comme une menace? Est-ce que c'est tout de suite criminalisé? Comment ça se passe? Oui, bon, alors, pour être tout à fait honnête, au début, tout le monde s'en fout, hein. Parce que la CGT, c'est pas grand monde. C'est quelques dizaines de militants qui se réunissent à Limoges en 95, à Toulouse en 1897, à Rennes en 1898. C'est une organisation qui n'est pas du tout entrée dans la classe ouvrière sur le plan quantitatif, hein, je veux dire. Ça représente très très peu de monde. Et puis au tout départ,
le sabotage, ça reste surtout, en fait, ça reste un discours, en fait. Hein. Les militants parlent du sabotage, on en discute beaucoup. Pouget écrit beaucoup dessus. La CGT publie même une brochure sur la question, etc. Alors, ça inquiète un peu quand on regarde dans les archives de police. On voit quand même que c'est repéré par les services de renseignement, par les services de surveillance de la police, quoi. Et donc, on a des rapports qui sont renvoyés au préfet, qui remontent au ministère de l'Intérieur. Bon, voilà, c'est surveillé. On mentionne qu'il y a ce truc-là qui est quand même un peu inquiétant. On se demande si c'est pas voilà, une nouvelle forme de terrorisme anarchiste. Mais bon, dans la presse, dans les médias, etc., on s'en occupe pas trop, en fait, parce que ça, encore une fois, tant que personne passe à l'acte, bon, c'est pas pas très inquiétant. Là où ça commence, par contre, à devenir un petit peu inquiétant, c'est dans les années 1900, en réalité, parce qu'il commence à y avoir des catégories professionnelles qui commencent à pratiquer, à pratiquer des méthodes, à mettre en place des modes d'action qui commencent à être qualifiés soit par les militants eux-mêmes, les ouvriers eux-mêmes, soit par la presse, qui commencent à être qualifiés de sabotage. Par exemple, une des premières corporations à être concernées, c'est les coiffeurs parisiens, les employés des salons de coiffure, puisque les employés de salons de coiffure dans les années 1900, ils ont un problème, c'est que les salons de coiffure généralement ferment très tard à Paris. Vous pouvez vous faire coiffer jusqu'à 23h, par exemple, ça pose pas de problème. Et les coiffeurs demandent régulièrement à leur patron de fermer les salons de coiffure plus tôt. On leur dit non. Bon, ils font pas grève pour autant, mais ce qu'ils font, c'est que de plus en plus, la nuit, des petites équipes, en fait, de ce que l'on appelle des garçons coiffeurs, font le tour des boutiques de coiffure à Paris avec des produits corrosifs et ils les balancent sur les devantures, ce qui notamment dégrade les peintures, par exemple, et oblige le salon de coiffure à dépenser de l'argent pour repeindre la devanture. Et les coiffeurs appellent ça faire du badigeonnage. Mais dans la presse, c'est aussitôt interprété comme une application du sabotage que la CGT a adopté en 1897. Et les militants eux-mêmes commencent à dire, les militants de la CGT notamment, commencent à dire « Ah ben regardez ce que font les coiffeurs, c'est très bien, c'est ça le sabotage ». Et donc petit à petit, il commence à y avoir ce que l'on appelle en sociologie un processus d'étiquetage, hein, c'est-à-dire qu'on commence à mettre sur des phénomènes qui existaient en fait déjà l'étiquette de sabotage, et les acteurs eux-mêmes aussi la reprennent pour des raisons diverses et variées, hein, soit pour stigmatiser, soit pour au contraire expliquer que c'est quelque chose de très bien et qu'il faut continuer à le faire. Ce processus d'étiquetage commence dans les années 1900 et ça devient vraiment un enjeu très fort de débat public en 1905, parce qu'en 1905, c'est un boulanger qui s'appelle Amédée Bousquet, un boulanger de la CGT, qui publie un article dans le journal de la CGT qui s'appelle La Voix du Peuple, qui s'intitule d'ailleurs très simplement « Il faut saboter ». À l'époque d'ailleurs, saboter, ça s'écrit avec 2 T, étrangement. Mais bref, ça c'est un détail. Il faut saboter, et il dit, ben voilà, allons-y, plutôt que de faire grève bêtement, les boulangers devraient, par exemple, mettre du pétrole dans les fours à pain. Comme ça rendrait le pain absolument invendable et immangeable. Ou alors, il faudrait laisser brûler le pain pour le rendre invendable. Alors évidemment, c'est les employés hein, des boulangeries qui disent ça, hein, c'est pas les patrons de boulanger. Le but est d'attaquer le patron au portefeuille pour faire pression sur lui et aboutir à satisfaction. Et donc cet article, il faut saboter, provoque un très très grand scandale. Là, la presse commence à s'en emparer en disant bon voilà, ces gens sont fous, ils veulent nous empoisonner. Voilà. Et à partir de ce moment-là, même naissent tout un tas de rumeurs, notamment une qui a la vie très dure, puisqu'on la retrouve pendant des années dans la presse française, et même je l'ai même retrouvée aux États-Unis. C'est que on dit, et c'est totalement faux, j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune preuve de ça, mais on dit que des boulangers auraient mis du verre pilé dans de la pâte à pain
et que donc acheter du pain à Paris deviendrait un acte extrêmement dangereux puisqu'on risquerait carrément la mort à cause des saboteurs de la CGT. Donc voilà comment se passe ce processus. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage entre le moment où le projet est écrit, le moment où la CGT l'adopte. Bon, pendant quelques années, on n'en parle pas trop. Puis dans les années 1900, ça commence à prendre forme et la menace commence véritablement à prendre forme. Et on a parlé du côté voilà, de la réaction aussi et des critiques qui peuvent être faites à droite, mais le sabotage, comme tu le disais, comme tu l'expliques là, je trouve qu'on commence à le comprendre, prend plein de formes très différentes hein, et va beaucoup être débattu au sein même de celles qui participent à ces actions de sabotage. Et il va y avoir différents courants de ce qui va, de mise en œuvre de sabotage plus ou moins violente. Et puis, il va y avoir aussi, en fait, assez vite, une CGT qui va plus ou moins se détacher ou en tout cas s'éloigner et prendre du recul vis-à-vis de ces actions de sabotage. Parce qu'en fait, à gauche, il y a aussi des enjeux d'affrontement entre une frange réformiste qui croit en l'action parlementaire, la création de la SFIO, avec Jean Jaurès, comment ça s'appelle je sais plus le des masses là, le fait de convaincre les masses, etc. Et il y a une France plus révolutionnaire hein, qui, elle, appelle à une grève générale, la mobilisation du sabotage en plus des grèves pour complètement paralyser le pays et arriver à la révolution. Et donc, il y a des enjeux au sein même de la gauche sur ces questions-là. Et il y a la figure d'Émile Pouget dont on parlait. Et il y a une deuxième figure qui émerge, Hervé, avec son titre de presse qui est La guerre sociale, je ne l'ai plus là en note mais je crois que c'est ça, et qui va lui incarner une frange beaucoup plus révolutionnaire et beaucoup plus violente aussi de ce que peut être le sabotage, qui va mener d'un sabotage qui est des actions plus ou moins en lien avec la CGT début des années 1900 à un sabotage qui va vraiment être uniquement révolutionnaire à la fin des années 1900, vers 1909-1910, et dont la CGT, là, se sera complètement détachée. Qu'est-ce qui joue, là, à gauche, autour du sabotage? Parce que je trouve ça d'autant plus intéressant que, comme tu l'as dit, le sabotage, aujourd'hui encore, est quelque chose qu'on questionne comme pratique militante et comme stratégie plus ou moins efficace. Qu'est-ce qui joue à ce moment-là autour de ces questions de mise en place de ce moyen d'action, qui se fait en même temps qu'en plus sont testés plein de moyens d'action différents. Hein, là, tu parlais de badigeonnage, etc. Mais fin des années 1900, 1909, 1910, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, notamment le fait de couper des fils de télécommunications, impacter le réseau ferroviaire, et donc qui prennent des proportions, qui donnent des idées avec d'un potentiel infini du sabotage, où en fait on pourrait complètement paralyser le pays. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, peut-être sur la division de la gauche, non mais en tout cas les deux franges de la gauche qui s'affrontent sur cette question de comment utiliser le sabotage en fait et qu'est-ce qu'on en fait de ce moyen d'action. Oui, alors la première chose, c'est que le sabotage en fait devient un sujet de débat politique et syndical exactement au moment où naît le Parti socialiste unifié, ce qu'on appelle la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, donc parti cofondé par Jules Guesde et Jean Jaurès, c'est-à-dire au moment où le socialisme politique devient plus pesant dans le débat politique. Et ces socialistes-là, qui ne sont pas forcément d'ailleurs réformistes, hein, qui peuvent être authentiquement révolutionnaires, mais en tout cas qui sont partisans de la voie électorale, de la représentation parlementaire, etc. Ces socialistes-là, à commencer par Jean Jaurès, rejettent immédiatement le sabotage. C'est-à-dire que quand on voit Jaurès
qui monte à la tribune de la Chambre des députés dès 1907 pour parler du sabotage, dit voilà, alors d'un côté, il dénonce les exagérations que l'on trouve dans la presse, les fausses rumeurs, etc. Bon, il dit bon, c'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi sur le sabotage, c'est pas ce que vous en dites, etc. Mais le sabotage est une impasse, voilà, pour aller vite. Donc en fait, il y a tout de suite une scission qu'on retrouve d'ailleurs quasiment mot pour mot quelques années plus tard, en 1912 aux États-Unis, entre le Parti socialiste américain et les syndicalistes révolutionnaires américains partisans du sabotage. C'est sur le sabotage en partie que se fait cette rupture-là. C'est-à-dire que le sabotage, ça devient vraiment la marque de fabrique du syndicalisme révolutionnaire qu'incarne la CGT. À une époque d'ailleurs où la CGT incarne le syndicalisme révolutionnaire dans le monde. C'est vraiment l'organisation syndicaliste révolutionnaire la plus importante, la plus puissante dans le monde. Bon, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que politiquement il y a effectivement une fracture qui se fait entre en gros le Parti socialiste et la CGT, très clairement. Mais ensuite au sein même de la gauche, on va dire révolutionnaire, et qui ne se contente pas de la représentation parlementaire, des élections, etc. Il y a une autre scission qui se fait. C'est-à-dire que la CGT, qui au départ avait pourtant officiellement adopté le sabotage en 97, en fait, assez rapidement, commence à comprendre que c'est quand même une voie assez risquée. Risquée pour deux raisons. La première, c'est que en fait, les sabotages eux-mêmes, même si on passe son temps à dire que c'est non violent, que jamais il faut s'en prendre aux personnes, que c'est pas la destruction, etc. Bon, en fait, il y a quand même des risques. On ne sait pas en fait quelles peuvent être les conséquences d'un sabotage, en fait, dans certaines circonstances. On ne peut pas maîtriser totalement le sabotage. Par exemple, tu parlais des coupures de fil. Bon, si on coupe le mauvais fil, par exemple, le long d'une voie ferrée, on peut empêcher, sans forcément l'avoir voulu, mais on peut empêcher les signaux, les panneaux de signalisation de fonctionner et provoquer la collision entre deux trains, par exemple, sans le vouloir. Donc en fait, le sabotage, on comprend vite que c'est une méthode qui est potentiellement très puissante, très efficace, mais qui quand même peut parfois être très risquée. Et comme à ce moment-là, la CGT, elle est en plus très férocement réprimée par le gouvernement, notamment le gouvernement Clémenceau, qui à l'époque est celui qu'on appelle le premier flic de France et qui n'hésite pas à faire taper sur les ouvriers en grève, et qu'il y a de nombreuses grèves très violentes à ce moment-là, des émeutes, des grèves violentes. La CGT en fait est accusée d'être responsable de ces violences. Et en 1908, tous ces dirigeants sont arrêtés, tous, parce qu'il y a eu des grèves très violentes à Draveil et Villeneuve-Saint-Georges, il y a eu des morts, etc. Et on dit c'est la faute de la CGT. Donc tous les dirigeants sont emprisonnés, Pouget lui-même est arrêté. Et ça marque quand même une rupture dans la CGT parce qu'on comprend que la répression étatique devient tellement puissante que on ne peut pas se permettre de jouer avec des méthodes un peu trop radicales. Et donc très rapidement, dès 1909, il y a un nouveau secrétaire général de la CGT qui accède à la tête de la Confédération, qui s'appelle Léon Jouot, qui restera très longtemps jusqu'en 1947 secrétaire général de la CGT. Léon Jouot, qui au départ est un syndicaliste révolutionnaire, est en fait celui qui va de plus en plus orienter la CGT vers une position plus réformiste, sans abandonner officiellement le sabotage. La CGT n'abandonne pas le sabotage, elle continue à dire c'est très bien tout ça, mais elle passe plus de temps en fait à dire, elle change un peu de discours à partir de la fin des années 1900, et elle commence à dire mais en fait les premiers saboteurs c'est en fait les capitalistes, parce que c'est eux qui en rognant sur les frais de production, en rognant sur les salaires, dégradent la qualité du travail et donc dégradent la qualité des productions. Et c'est eux, en fait, les vrais saboteurs. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, etc., etc. Et face à cette CGT, donc j'ai dit qu'il y avait une autre scission au sein de la gauche, au-delà de la scission entre Parti socialiste et gauche syndicale révolutionnaire. Au sein même de cette gauche syndicaliste révolutionnaire, il y a une autre scission, puisque la CGT, je l'ai dit,
bah, en fait, se modère petit à petit au tournant des années 1900-1910. Mais à sa gauche, il y a un autre courant, beaucoup plus minoritaire d'ailleurs, qui est incarné par le journal La Guerre sociale, qui est animé par Gustave Hervé, qui lui d'ailleurs est paradoxalement membre du Parti socialiste, d'ailleurs, c'est un peu l'aile révolutionnaire du Parti socialiste, très antimilitariste, partisan de l'insurrection, partisan de la violence, etc. Et La Guerre sociale, c'est un journal qui est quand même très lu hein, dans les milieux de gauche à cette époque-là. À certaines époques, à certains moments, La Guerre sociale, ça tire quasiment autant que l'humanité. Hein, c'est-à-dire voilà, 30, 40, 50 000 exemplaires, ce qui est beaucoup à l'époque hein, pour un journal militant, bon, ce qui est encore énorme aujourd'hui, évidemment, mais déjà à l'époque, c'était quand même pas mal. Et ce qui se passe en 1909-1910, comme tu l'as dit, c'est que il y a quelque chose qui change, c'est que il y a deux grandes grèves en fait qui sont très importantes dans l'histoire du sabotage. Il y a la grève de 1909 des agents des postes, des PTT, hein, des postes et télégraphes, et la grève des cheminots de 1910, d'octobre 1910, puisqu'à ce moment-là, en fait, on commence à couper des lignes télégraphiques et téléphoniques, mais par dizaines, par centaines, et même après la grève des cheminots de 1910, par milliers. C'est-à-dire que là, le sabotage, c'est plus simplement des paroles en l'air, c'est plus simplement une méthode d'action limitée à son petit lieu de travail, à sa petite boutique, à sa petite boulangerie, à son petit salon de coiffure. Ça devient une méthode qui est appliquée au grand réseau de télécommunications et indirectement de transport, parce que quand vous coupez le télégraphe, en fait, vous perturbez énormément le trafic ferroviaire. Et à ce moment-là, des syndicalistes révolutionnaires, des militants socialistes révolutionnaires comme Gustave Hervé, des anarchistes se disent « Ah ben le sabotage, c'est génial parce qu'en fait, ça va nous permettre de paralyser le pays tout entier, donc d'empêcher le gouvernement de gouverner, d'empêcher aussi le gouvernement de mobiliser des troupes, soit pour réprimer des grèves, soit pour faire la guerre. Et donc, ça va nous permettre de renverser l'État et le capitalisme et enfin de donner corps à la grève générale révolutionnaire. » Et là, dans les années 1900, entre 1909 et 1911, c'est peut-être à ce moment-là que on croit le plus à la possibilité d'une grève générale révolutionnaire par le sabotage. Et encore une fois, c'est pas que des paroles en l'air, c'est pas que des idées, hein, c'est-à-dire qu'il y a une mise en pratique extrêmement forte et qui a donné des milliers d'actes hein, entre octobre 1910 et juin 1911. Il y a entre 3 ou 4 000 fils qui sont coupés en France. Il y en a quasiment tous les jours. Donc avec des perturbations comme du type de ce qu'on a connu juste avant les JO, là, du sabotage sur les TGV, quoi. Donc voilà, donc c'est ces étapes-là qui font que on passe d'un sabotage très théorique, très limité, à un sabotage qui apparaît comme une possibilité de paralyser le pays. Et donc là, on est 1909-1911, et donc les potentialités, comme tu disais, du sabotage semblent assez infinies. Et dans le même temps, comme tu l'expliquais, le sabotage n'est pratiqué plus que par une frange militante la plus révolutionnaire. Hein, elle a beaucoup d'effets, mais paradoxalement, elle est utilisée par de moins en moins de monde. Hein, il y a beaucoup de gens qui s'en détachent. Et il y a même, et donc du coup, il y a cette présentation hein, dans le journal de Gustave Hervé, de la guerre sociale. Il y a la figure fantasmagorique de Mamselle Cisaille, hein, qui est le personnage utilisé pour évoquer les personnes qui commettent des sabotages et qui coupent des fils hein, avec les cisailles. Et donc il y a vraiment une énergie, il y a vraiment qui se traduit en actes, qui se traduit en effets. Et pourtant 1911 et après, les années qui suivent, le sabotage va complètement être abandonné assez rapidement, alors que pourtant, comme tu le disais, c'était quelque chose qui était aussi perçu et pour faire la grève générale contre le capital, mais que c'était un moyen d'action aussi qui était pensé contre la guerre, dans une perspective antimilitariste. Et pourtant,
l'approche de la guerre, puis le début de la Première Guerre mondiale, vont faire complètement disparaître ce mode d'action. Comment ça se fait que, et là c'est une question vraiment que tu poses dans ton livre au début de la deuxième ou troisième partie, comment ça se fait que ce mode d'action qui avait une potentialité infinie ne se traduise en rien et au début de la Première Guerre mondiale, on ne parle plus de sabotage, ou en tout cas le sabotage est quelque chose de vraiment très très marginal. Oui, alors c'est effectivement une des questions voilà, une question principale que je me suis posée parce que c'est quand même assez étonnant. Parce que il y a quand même des actes qui sont d'une efficacité redoutable, hein. C'est-à-dire que si on regarde par exemple ce que font les électriciens de la CGT entre 1907 et 1909, la pratique des coupures d'électricité, qui sont désignées à l'époque comme des sabotages, hein, paraît extrêmement efficace. En 1907, il y a les électriciens voilà, exigent des améliorations de leurs conditions de travail, des hausses de salaire, etc. Qu'est-ce qu'ils font avec à leur tête Émile Patot, qui est une des grandes figures de l'aile révolutionnaire de la CGT de l'époque. Ils coupent le courant dans la moitié de Paris, qui est plongée dans le noir, ce qui provoque une panique terrible dans Paris. Le lendemain, les journaux titrent Paris dans les ténèbres, etc. Et ils obtiennent immédiatement satisfaction. À tel point que Émile Patot, il fanfaronne, il fait le malin perpétuellement. Il provoque. Dans ses interviews, il provoque. Il dit aux bourgeois, il leur dit attention, désormais, ne vous sentez pas trop confiant parce que dès qu'on aura besoin de quelque chose et dès que vous ferez quelque chose contre nous, on vous coupe le courant et on sabotera tous vos plaisirs, c'est-à-dire l'opéra, le théâtre, les courses hippiques, etc., etc. Et il passe à l'action. C'est-à-dire qu'en 1909, par exemple, à l'opéra, les électriciens de l'Opéra de Paris exigent aussi qu'on revoie les conditions de leur contrat. Bon, le directeur de l'opéra refuse. Il y a une représentation d'un opéra pendant laquelle, en plus, à laquelle doit assister le tout jeune roi du Portugal, Manuel II. Donc, il y a un souverain étranger qui est présent à l'opéra ce jour-là. Eh bien, les électriciens de l'Opéra de Paris font appel à Émile Patot. Il leur dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Patot leur dit, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et à l'entracte, il coupe le courant dans l'opéra. Et là, l'opéra est plongé dans le noir, panique dans l'opéra. Pendant l'entracte, les électriciens vont voir le directeur en disant, tant que vous n'avez pas revu notre contrat, on ne remet pas le courant. Mais immédiatement, ils obtiennent satisfaction. Et le lendemain, ça fait la une des journaux. Patot fait une conférence avec l'anarchiste Sébastien Faure pour dire regardez, en fait, les réseaux électriques, si on les maîtrise, ça nous rend tout puissant dans le pays et on peut faire la révolution comme ça. Bon. Donc il y a une certaine confiance qui est palpable, hein, sur ce plan-là. À la fin des années 1900. Et même Patot, on le surnomme le roi de l'ombre. Et il est alors lui, il va même, bon, c'est un personnage intéressant parce il monte sur scène dans une pièce de théâtre consacrée au sabotage pour, à la fin de la pièce de théâtre, menacer le public bourgeois en leur disant, bourgeois, faites attention parce que ce que vous avez vu dans la pièce, en fait, c'est rien du tout à côté de ce qu'on peut vous faire, etc., etc. Et en 1909-1910, Gustave Hervé, la guerre sociale, ils sont persuadés que les coupures de fil et Mamselle Cisaille, ces personnages imaginaires, peut aboutir à une situation effectivement révolutionnaire. Alors, on les soupçonne d'ailleurs d'avoir même fait circuler des instructions techniques un peu partout dans le pays pour montrer, pour expliquer aux militants comment concrètement saboter le réseau télégraphique sans s'électrocuter, sans causer des catastrophes ferroviaires, etc. Donc il y a toute une affaire parce qu'on trouve une circulaire confidentielle signée d'une mystérieuse organisation de combat. Bon, on n'a jamais su qui exactement était derrière cette organisation de combat, mais très probablement que c'est les gens de la guerre sociale qui vont jusqu'à donner des détails techniques, hein, sur
à quel centimètre du sol il faut creuser pour trouver les fils de l'État, où se situent les fils du gouvernement, les fils télégraphiques utilisés par le gouvernement dans les égouts de Paris, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une très très grande confiance, mais, et c'est là qu'il y a un mais, et c'est dans ce mais que tout s'explique, en fait, on se rend compte que même s'il y a énormément de coupures de fils télégraphiques, en réalité, l'impact de ces sabotages est très limité. Alors, au départ, on s'en rend pas trop compte parce que on a l'impression, en 1909, que c'est parce qu'on a saboté les réseaux télégraphiques que le gouvernement a fini par réintégrer tous les grévistes des PTT qui avaient été renvoyés. Parce qu'à l'époque, les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de grève, donc si vous faites grève, vous êtes renvoyés. Donc il y a plusieurs centaines, il y a 800 postiers qui sont révoqués. Donc la guerre sociale fait toute une campagne pour forcer le gouvernement à réintégrer ses postiers. Et comme le gouvernement réintègre ses postiers, on a l'impression que c'est parce qu'on a fait les sabotages. Alors qu'en fait, cette réintégration, elle peut s'expliquer différemment. Mais à l'époque, c'est pas perçu. Et pour la grève des cheminots, on sabote encore plus, beaucoup plus, et là, on n'obtient rien. C'est-à-dire que là, les cheminots qui ont été renvoyés, en fait, il y en a très très peu qui ont été réembauchés à la fin de l'année 1911. La grève générale n'a pas eu lieu, alors qu'on y croyait très fort au moment de la grève des cheminots de 1910. Et puis, surtout, en 1911, il y a une catastrophe ferroviaire. Il y a un train qui déraille avec des gens dedans. Et par miracle, il n'y a personne, ni qui est blessé, ni qui meurt. Mais par contre, là, même la guerre sociale dit, là, stop, c'est allé trop loin. C'est trop dangereux. Et quasiment du jour au lendemain, la guerre sociale renonce au sabotage. Et donc, en fait, cette forme de sabotage, que moi je qualifie de sabotage destructeur, elle est en fait abandonnée même par la guerre sociale. Après 1911, il n'y a plus que une poignée de militants anarchistes qui continuent à écrire dessus, qui continuent à publier même des consignes, des manuels de sabotage, en espérant que ça permettra de saboter la mobilisation militaire. Mais en fait, ça devient totalement marginal. Par contre, on pourrait conclure ici que ça y est, ça a échoué, c'est fini, au revoir, c'était une méthode trop dangereuse et puis tout le monde a fini par l'abandonner, même les plus radicaux. Mais en fait, non. Parce que moi, je montre dans le bouquin, en fait, il se passe quelque chose dans la grève des cheminots qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à présent, qui est le fait qu'en fait, les cheminots, une fois qu'ils ont repris leur travail après l'échec de leur grève en octobre 1910, donc ils sont obligés de reprendre le travail, ils font grève, ça marche pas. Enfin, plutôt la grève marche, mais la grève est brisée par le gouvernement. Ils sont mobilisés militairement, c'est-à-dire que s'ils reprennent pas le boulot, ils passent devant des tribunaux militaires, hein, donc ils reprennent tous le boulot, évidemment, au bout d'une semaine. Mais une fois qu'ils ont repris le travail, en fait, ils sabotent. Mais ils sabotent pas en coupant des fils. Ils sabotent comme les dockers de Glasgow avaient saboté en 1889. Ça veut dire qu'ils font exprès de mal travailler. Ils font exprès d'envoyer les marchandises à des mauvaises adresses. Ils font exprès de se tromper en chargeant les marchandises dans les wagons. Et donc, ils créent une pagaille pas possible et ils perturbent le trafic ferroviaire des marchandises à un tel point que le gouvernement finit en 1911 par leur accorder ce qu'ils demandaient pendant leur grève. Et cette forme de sabotage, on l'appelle en fait, à partir de cette époque-là, c'est ce qu'on commence à appeler la grève perlée. Et la grève perlée, c'est une forme de sabotage. Et c'est cette forme de sabotage-là qui va inspirer les syndicalistes révolutionnaires américains par la suite. C'est pas en fait la forme de sabotage la plus spectaculaire et la plus destructrice qui est passée par les coupures de fil. Et tu commençais à ouvrir sur les États-Unis, parce qu'en fait là on a passé beaucoup de temps à parler du sabotage en France, du contexte politique propre à la France de la fin du 19e et du début du 20e. Mais début du 20e, en effet, le sabotage fait des émules à l'international et va notamment beaucoup s'imprégner aux États-Unis. Va voyager aux États-Unis et aux États-Unis il va y avoir énormément
énormément d'actions qui vont se mettre en place, toute une culture folklorique autour du sabotage, hein, dont on tient le chat, le chat qu'on connaît aujourd'hui comme symbole de lutte. Et il y a une lutte victorieuse dont tu parles, parce qu'il y a des gens tout à l'heure qui demandaient si c'était la même personne que l'auteur de l'article du Monde diplomatique en septembre. Oui, c'est bien ça. C'est toi qui as écrit l'article dans le Monde Diplo du septembre. Il y a une lutte victorieuse dont tu parles dans cet article-là et qui justement s'inspire, comme tu viens de le dire, plutôt du sabotage version travailler mal que du sabotage action plutôt violente, couper des fils, et qui là, elle, réussit. Hein. On est en 1917, il y a une mobilisation des bûcherons de l'IWW qui va réussir à faire plier le patronat qui pourtant s'organise contre. Pourquoi donc, à ton avis, ce genre de mobilisation va mieux fonctionner? Tu viens de citer la mobilisation aussi des cheminots en France que d'autres modes d'action, et pourquoi ça va si bien fonctionner dans ce cas-là aux États-Unis, pour ouvrir un peu, parce qu'on en a peu parlé, mais pour ouvrir un peu et que tu puisses aussi parler des États-Unis, parce que c'est important de comprendre que voilà, ce n'est pas seulement en France que tout cela fait des émules. Oui, ben, en fait, tout se joue en fait au moment de la grève des cheminots de 1910, puisqu'à ce moment-là, il y a un militant socialiste et syndicaliste américain qui s'appelle William Haywood, qu'on surnomme Big Bill, parce que c'est un grand type, forte carrure, un dur à cuire, qui a un œil de verre, une balafre, on le surnomme Scarface lui aussi, et qui est voilà, qui est l'incarnation du militant radical américain qui est en Europe à ce moment-là parce qu'il a été délégué du Parti socialiste américain pour le congrès de la Deuxième Internationale. Bref, après, il se tient à Copenhague, après il fait un petit tour en Europe, et puis il arrive à Paris au moment où il y a la grève des cheminots. Et puis il rencontre Gustave Hervé, l'équipe de la guerre sociale, donc il s'entretient avec eux. Très probablement, il discute du sabotage. Et puis surtout, Haywood, ensuite, il suit l'affaire de près et il se rend compte que les cheminots français, une fois qu'ils ont pris leur travail, qu'ils ont repris le travail, ils ont saboté en faisant exprès de mal travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la grève perlée. Et quand il revient aux États-Unis, donc juste après, hein, il se met à citer en exemple les cheminots français. Donc il le fait explicitement dans ses discours. Il dit, regardez, les Français, ils ont trouvé un super moyen de lutte. Alors lui, il parle pas du tout des coupures de fil, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est très très risqué. Et puis la violence terroriste est encore très importante à ce moment-là aux États-Unis. Et donc la situation est très très tendue. Hein. Les rapports sociaux sont d'une violence qu'on a du mal à imaginer en Europe, hein, encore aujourd'hui. Et donc, il cite en exemple les Français en disant il faut faire pareil. Et puis, d'autres militants de l'IWW, donc les Industrial Workers of the World, donc littéralement les travailleurs industriels du monde entier, hein, ce qu'on appelle l'IWW, qui est une petite organisation syndicaliste révolutionnaire américaine qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, au sein et autour de cette IWW, on commence à s'intéresser aussi à ce qu'a écrit Pouget. Pouget est traduit en anglais. D'autres militants écrivent sur le sabotage en expliquant, en essayant de le théoriser, en essayant de l'adapter au contexte américain. Et de fil en aiguille, apparaît une doctrine particulière du sabotage aux États-Unis au sein de l'IWW, qui devient même une véritable culture, hein, puisqu'il y a des chansons qui sont dédiées au sabotage, il y a des poèmes, il y a des dessins, et parmi les dessins les plus connus, hein, il y a celui du dessinateur Ralph Chaplin, qui est lui-même membre de l'IWW, qui dessine en fait ce chat noir hérissé, hein, qui a fait le tour du monde et qui même orne encore aujourd'hui le drapeau de la CNT en France. Et ce chat noir hérissé, en fait, est au départ le symbole du sabotage, explicitement. Ça incarne le sabotage, c'est-à-dire c'est une figure de mauvais augure, c'est le chat porte-malheur, c'est aussi le chat des sorcières,
Voilà, c'est une représentation du sabotage destinée à effrayer, à effrayer la bourgeoisie, à effrayer le gouvernement, à effrayer les patrons. Et donc, aux États-Unis se développe, à partir des sources françaises, hein, une autre culture du sabotage qui, euh, qui, est, qui prend des formes très différentes en fait, de ce qui s'est passé en France. Alors, comme en France, il faut avoir l'honnêteté de le dire, il y a beaucoup plus d'exemples d'échecs du sabotage que d'exemples de réussite. Ça, c'est clair. Je ne vais pas vous expliquer qu'en fait, le sabotage, c'est génial, que ça a super bien marché et que, en fait, c'est par la propagande d'État et capitaliste qu'on nous masque cette vérité. C'est pas vrai. En fait, la plupart du temps, ça échoue. Mais par contre, on l'a vu en France et même en Écosse, il y a des moments, il y a des cas où ça a fonctionné, hein, où les militants ont réussi à obtenir ce qu'ils demandaient par le sabotage. Aux États-Unis aussi, on a des expériences assez intéressantes. Et il y en a une particulièrement que j'ai détaillée effectivement dans l'article du Monde diplomatique en septembre, là, parce que c'est un exemple de grande ampleur. Hein, c'est une grève des bûcherons du nord-ouest des États-Unis qui mobilise des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs qui se sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les États-Unis étaient en guerre, enfin, au moment où ils étaient déjà intervenus dans le conflit. Ils demandaient notamment, les bûcherons, ils demandaient la journée de 8 heures et des augmentations de salaire. Leur grève qu'ils font à l'été 1917 ne fonctionne pas, en fait, elle échoue. Et on retrouve à chaque fois un peu le même scénario, hein, une grève qui échoue, on reprend le travail, mais on reprend le travail en sabotant. Et là, on voit, j'étudie cette grève vraiment en détail, parce qu'elle est très très intéressante, puisqu'on voit que les bûcherons, en fait, ils font exprès notamment de travailler plus lentement, bon ça c'est assez connu, mais ils font aussi exprès de respecter de manière excessive les règlements, et notamment les règles de sécurité, en disant oulala, attention, attendez, je réunis mon équipe, on va revoir ensemble les règles de sécurité pour faire exprès de faire traîner et donc de réduire la production. Ils ont aussi des pratiques un peu plus destructrices. Notamment, ils font exprès de couper les troncs, hein, puisque il y a une très forte demande de bois pour l'industrie de guerre, hein, et pour construire des navires, construire des équipements, tout un tas de choses. Donc, il y a énormément de commandes de bois qui arrivent d'Europe avec voilà, des commandes très précises on veut tant de grumes, hein, c'est-à-dire de bois à couper, de troncs coupés, de telle taille, de tel diamètre, etc. Et donc, ils font exprès de faire des erreurs dans les commandes, ou plutôt de ne pas respecter la longueur des troncs qui ont été commandés, en les faisant un peu plus longs ou un petit peu plus courts. Donc, ça ne se voit pas trop au départ, mais en fait, une fois que ça arrive aux mains de celui qui doit ensuite l'envoyer en Europe, il dit ah ben non, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc ça crée par là aussi un désordre extrêmement important. D'autres pratiques consistent aussi à on est encore un cran au-dessus dans le caractère destructeur. C'est que les bûcherons plantent des clous dans le bois, ce qui le rend invendable, ou alors si c'est pas vu, ça peut casser des machines, par exemple ensuite quand ça passe dans des machines qui coupe le bois, qui le taille, qui le lamine, etc. Donc là, on a encore un degré au-dessus. Alors, c'est pas de la destruction, vous voyez, voilà, de très grande ampleur, hein, c'est des petites dégradations plutôt, qui associées au ralentissement du travail et à ce sabotage de la production, fait que la production de bois est très fortement touchée à l'hiver 1917-1918, la production chute. Ceux qui ont passé commande sont extrêmement mécontents, évidemment. Et donc, le gouvernement fédéral américain finit par intervenir et, après moult négociations, finit par forcer en fait le patronat
du Nord-Ouest a accordé en fait les augmentations de salaire et la journée de 8 heures que les bûcherons finissent par obtenir grâce à cette méthode-là. Donc là, on a vraiment un exemple pendant lequel le mot sabotage n'est pas prononcé, n'est pas utilisé par les acteurs, parce qu'ils ont compris que c'était trop risqué dans le contexte des États-Unis. Parce qu'il y a même une loi aux États-Unis qui interdit, pendant la guerre, d'utiliser le mot sabotage. Donc vous pouvez aller en prison rien que quand vous prenez le sabotage. Donc plus personne n'en parle, mais par contre on le fait. Et on le fait de manière disciplinée, organisée, massive et intelligente. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop loin dans les destructions et on fait juste ce qu'il faut pour perturber la production et la faire baisser fortement et faire pression suffisamment forte pour obtenir ce que l'on veut. Et et peut-être pour conclure, parce qu'il est 10 heures et on avait dit qu'on s'arrêtait à peu près là. Tu disais que tu avais écrit ton livre pour essayer de comprendre voilà, ce qui se passait, pour peut-être réussir à mieux éclairer ce qui se passait aujourd'hui, avec peut-être une recrudescence de modes d'action liés qui pourrait s'apparenter à du sabotage. Qu'est-ce que, après avoir fait tout ce travail de recherche, qu'est-ce que tu penses que ton livre et ta recherche apportent dans un débat qui continue de traverser le militantisme, de ce mode d'action, de la pertinence de ce mode d'action du sabotage, comment le faire, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que toi tu peux conclure là-dessus peut-être pour finir cette interview ce matin? Je pense j'espère, en tout cas, je ne vais pas être trop prétentieux, hein, mais j'espère qu'il peut apporter au moins des exemples du passé permettant, comme je viens d'en parler, permettant de nourrir la réflexion actuelle, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, au moment où on redécouvre un petit peu le sabotage, on s'y réintéresse, avec d'ailleurs les mêmes problématiques que les saboteurs de la belle époque, que les saboteurs de la belle époque avaient. Hein. Si vous regardez ce que disent par exemple les soulèvements de la Terre, ils hésitent à parler de sabotage, ils parlent plutôt de désarmement, parce que sabotage, c'est très connoté maintenant, très connoté négativement, du fait de ce qui s'est passé dans les années 1900. Donc en fait, c'est une manière de comprendre pourquoi le sabotage est aujourd'hui aussi stigmatisé et aussi criminalisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de prendre connaissance aussi d'exemples, non seulement d'échecs, mais aussi de certaines réussites, et d'en tirer des conclusions pratiques aujourd'hui aussi, parce qu'on peut tirer aussi des conclusions pratiques d'échecs, en se demandant pourquoi ça a échoué, et du coup ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et puis, la troisième chose, je pense que ça apporte, mon discours en tout cas sur le sabotage, il permet à la fois de comprendre que le sabotage en fait est injustement diabolisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on lit par exemple l'arrêté de dissolution des soulèvements de la Terre, dissolution qui a finalement échoué, mais dans l'arrêté de dissolution, il était question du fait que les soulèvements de la Terre prônaient le sabotage, qu'ils s'appuyaient beaucoup sur le livre d'Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, etc. Et que, la simple mention du mot sabotage était la preuve de la dangerosité des soulèvements de la Terre, ce qui était d'ailleurs une argumentation similaire à celle qui avait ciblé le groupe de Tarnac et Julien Coupat après l'affaire des sabotages de lignes TGV, puisque on avait envoyé le RAID, Michel Alliot-Marie avait envoyé le RAID jusqu'à Tarnac pour aller fouiller dans la bibliothèque de Julien Coupat. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé dans la bibliothèque? On avait trouvé un exemplaire du sabotage de Pouget. Et donc le sabotage était devenu, comme aujourd'hui avec les soulèvements de la Terre, la preuve que c'était des organisations quasiment terroristes. Donc en fait, mon bouquin, il montre que le sabotage, c'est pas du tout ça, au départ. C'est pas du tout, c'est même plutôt une méthode consistant à éviter l'écueil de la violence et du terrorisme. Mais, mon bouquin, je pense que, en tout cas, moi, c'est la réflexion à laquelle ça m'a mené, c'est que je pense il faut aussi se méfier d'une certaine naïveté dans l'apologie du sabotage que l'on peut trouver aujourd'hui ici et là.
C'est-à-dire l'idée que le sabotage, on retrouve un peu l'idée que le sabotage, voilà, c'est vraiment la méthode miracle, c'est celle qui permet d'éviter la répression, c'est celle qui permet d'agir individuellement, clandestinement, de manière insaisissable, et que c'est comme ça qu'on va s'attaquer à la technostructure du capitalisme, etc., etc. En fait, je montre que cet espoir-là a déjà existé au moment où les réseaux électriques, les réseaux ferrés, les réseaux de télécommunications se sont développés et que ça n'a pas marché. Et donc, je pense qu'il faut faire attention faut à la fois lutter contre la diabolisation et la criminalisation de ce mode d'action, qui est injustifié, à mon avis, sur le plan historique. Mais il faut aussi, sur le plan militant, faire attention à ne pas retomber dans les erreurs du passé et dans une certaine naïveté qui a réduit, elle aussi, en fait, le sabotage à sa dimension la plus destructrice et la plus spectaculaire. Alors qu'en fait, je montre dans le bouquin que le sabotage le plus efficace, ça a en fait été celui qui a été le moins destructeur et le plus collectif et le plus organisé, le plus discipliné. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Pinsol, d'être venu parler de Merci ton à toi. livre, Quand les travailleurs sabotaient France-États-Unis, 1897-1918. Eh bien, merci à tout le monde aussi d'avoir suivi. Je fais une petite pause dans 5 minutes. Je reviens discuter avec vous si vous voulez. Mais en tout cas, pour l'interview, c'est terminé. Merci beaucoup encore. Et puis, Merci. bonne journée à toi. Et à une prochaine, j'espère.